Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre rendez-vous dimanche en politique. Aujourd'hui, je reçois deux députés de La République En Marche. Quel est leur retour d'expérience sur ce mandat qu'ils ne connaissaient pas il y a encore un an? Les députés à l'épreuve du réel, c'est parti. Élus il y a un an à peine, les députés de La République En Marche en Limousin ont donc sauté dans le grand bain parlementaire. Quel bilan font-ils de leur action aujourd'hui? Quelle est leur position sur des dossiers comme la réduction du nombre d'élus locaux ou encore la loi Asile-Immigration qui crée des tensions au sein du groupe macroniste à l'Assemblée? Comment pèse-t-il sur les dossiers locaux comme le désenclavement? Les députés à l'épreuve du réel, c'est le thème de notre émission. Jean-Baptiste Djebari, bonjour. Bonjour. Vous êtes le député de la Haute-Vienne, deuxième circonscription, rapporteur du projet de loi sur la réforme de la SNCF. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Marie Angemane, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de la Haute-Vienne, troisième circonscription et rapporteur spécial de la Commission des finances. Vous travaillez notamment sur le dossier sensible du financement de l'audiovisuel public. Enfin, je précise à nos téléspectateurs que nous avions invité Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse. Nous enregistrons cette émission vendredi après-midi et il devait être en direct avec nous depuis Paris, mais il est retenu en commission en tant que rapporteur de la loi Agriculture et Alimentation. Merci donc à tous les deux d'être venus jusqu'à nous. On va commencer avec vous, Jean-Baptiste Djebari. Le site parodique Le Populaire s'est amusé il y a quelques semaines de votre omniprésence médiatique de ces dernières semaines. On va le voir, retweet si tu vois plus Jean-Baptiste Djebari que ta famille, avait-il écrit. Et ils ont pris la meilleure photo, évidemment. Oui, alors la capture n'est pas très heureuse, je vous l'accorde. Je me trompe ou on vous a presque plus vu que la ministre des Transports en charge du dossier finalement? Non, je crois qu'elle a fait énormément de travail de fond, notamment dans la concertation avec les syndicats. Mais c'est vrai qu'il a fallu aller quelque part expliquer la réforme. Elle était complexe et puis elle s'est engagée socialement sur un terrain qui était évidemment compliqué. Donc il a fallu faire œuvre de présence médiatique aussi, comme l'illustre cette belle photo. Il y a une forme de répartition des rôles dans ces cas-là. On se dit, voilà, il y a du travail à faire en amont, il y a du travail à expliquer au public et chacun a sa part à jouer. Non, il y avait des responsabilités évidemment différentes. Elle a mené depuis le 1er mars l'ensemble des concertations à laquelle j'ai été associé pour partie. Moi, j'avais mes auditions à mener et puis c'est vrai qu'il fallait faire ce travail d'explication. Donc il n'y a pas de répartition objective. En revanche, il y a eu effectivement quelques instants de coordination de manière à être suffisamment présent pour expliquer. Alors, les députés ont approuvé mardi 17 par 454 voix contre 80 le projet de réforme de la SNCF. Il doit encore être discuté au Sénat fin mai. La grève perlée se poursuit. Des syndicats parlent de passage en force d'un texte qui sort du Parlement pire qu'il y est entré. Même l'UNSA réformateur dit que le bras de fer se poursuit. Est-ce qu'il y a eu vraiment un dialogue social dans ce conflit-là? Alors non seulement il y a eu un dialogue social qui a été assez nourri, puisque depuis le 1er mars, c'est quelques dizaines de réunions qui ont eu lieu, à la fois au ministère et à l'Assemblée. Et il y a eu des discussions, notamment au cours de la semaine pendant laquelle on a voté le projet de loi. Et il y a eu des propositions de la CFDT et l'UNSA qui ont été reprises. Lesquelles, par exemple? Typiquement, tout ce qui est sur les garanties sociales des cheminots qui seraient amenés à travailler en concurrence, on a repris un certain nombre de garanties de la retraite, de la rémunération et de la garantie de l'emploi, ce qui n'est pas tout à fait au cas où mince. Ils vont chez un concurrent après l'ouverture de la concurrence. Exactement. Et on a aussi inscrit dans la loi, en dur, que toute entreprise ferroviaire qui viendrait opérer en concurrence soit adhérente de la convention collective, de manière à avoir une protection sociale satisfaisante pour les cheminots qui iraient travailler éventuellement chez un opérateur ferroviaire concurrent. Tout ça, c'est l'œuvre des discussions qu'on a eues avec eux. Après, il y a évidemment aussi un peu de posture médiatique parce que eux jouent effectivement un front unitaire dans la réforme et ont peut-être en vue les élections professionnelles de fin d'année. Mais quand l'UNSA et la CGT apprennent la fin du statut de cheminot en 2020, dans la presse, disent-ils, ça sent pas tellement la concertation. Ça a été annoncé vendredi dernier, il y a 2 jours, vendredi, enfin, juste après la lecture du projet de loi, donc vendredi dernier, c'est ça. Et ça a été annoncé en concertation par la ministre, mais l'UNSA n'y était pas. Et c'est l'UNSA qui a dit qu'ils ont appris cette nouvelle par la presse. Il y a une forme de mauvaise foi pour vous? Non, il y a une forme de combat politique et les syndicats y participent avec tous leurs moyens. Et très concrètement, vous pensez que le conflit va durer ? Puisque la grève, elle est toujours là, malgré ces avancées dont vous parlez? Moi, je ne souhaite pas que ça dure. Et on a encore des sujets qui sont... Je ne souhaite pas que ça dure pour plein de raisons. D'abord parce que c'est évidemment nuisible aux usagers. Et puis parce qu'on a encore... j'imagine. Dont nous sommes, notamment sur ce POLT, dont on pourra reparler abondamment. Et puis, on a encore des choses importantes à discuter. Et je pense notamment à tous les principes qu'on a inscrits dans la loi, comme le principe du volontariat, mais dont il faut encore débattre des modalités un peu fines. Donc, pour toutes ces raisons,
les discussions qui sont nécessaires, je pense, doivent reprendre le plus rapidement possible. Marie Angeman, vous faisiez partie de ces 454 députés qui ont voté pour. Pourquoi ? Je pense que c'était une réforme qui était nécessaire. Ça fait des années qu'on recule. Moi, j'ai rencontré les syndicats ici à Limoges, au niveau local. Je ne vois pas où est le point de désaccord fondamental. Je pense qu'à un moment, il faut aussi suivre l'histoire et il faut s'adapter au monde actuel. Et donc, ça impliquait cette réforme-là. Je pense que c'était important de la voter, oui. Les gens qui nous regardent et qui sont les usagers de ces petites lignes qui se dégradent, qui ferment parfois même, qu'est-ce qu'elle va leur apporter, cette réforme, selon vous ? Ce n'était pas le point fondamental de la réforme. Les petites lignes, on va travailler avec le Conseil régional. C'était déjà le cas. On va travailler avec le Conseil régional. Moi, je reçois, que ce soit les syndicats cheminots ou que ce soit les usagers de ces petites lignes qui ont peur de fermeture. Donc c'est surtout nous là-dessus qu'il va falloir travailler pour démontrer que ces lignes sont utiles. Je pense à la ligne entre Limoges et Poitiers, par exemple, qui est utilisée, que ce soit par des travailleurs ou par des étudiants, qui sont des lignes importantes. Même si c'est effectivement des petites lignes, ce sont des lignes qui sont importantes pour notre territoire. Donc ça, ce sera à nous, après, de travailler avec le Conseil régional. Alain Rousset, justement, a exprimé il est favorable à l'ouverture à la concurrence. Qu'est-ce que ça peut changer dans une région comme la Nouvelle-Aquitaine, où on sait le réseau est en très mauvais état et qui est une grande région ? Il est en très mauvais état, il est très dense. Aujourd'hui, entre Limoges et Brive via Saint-Thierry, vous allez de Limoges à Saint-Thierry en TER, d'Obja à Brive en TER, et au milieu, vous prenez un car. Donc la réalité de la fermeture des petites lignes, elle est là. Et c'est vrai que partout où ça a été fait, et notamment en Allemagne, vous avez notamment des opérateurs français comme Transdev qui sont allés opérer là-bas et qui opèrent quasiment 10% du trafic régional. Ils sont arrivés avec des modèles économiques moins coûteux. Ils ont mis en place des navettes TER avec des horaires plus adaptés, avec un coût en général de 20 à 30% moins cher, et ça a permis de régénérer un certain nombre de petites lignes. Et ça, le contre-exemple, c'est l'Angleterre. Oui, mais l'Angleterre n'a pas libéralisé, l'Angleterre a privatisé son système ferroviaire, l'opérateur historique a disparu, et on a reconstitué des monopoles régionaux, ce qui n'est pas le modèle de la réforme que nous promouvons aujourd'hui. Et évidemment, pour les régions, quand le coût baisse de l'ordre de 20 à 25%, c'est évidemment des économies qui peuvent être mises sur plus de services aux usagers ou pour régénérer les voies de façon plus rapide. Un mot sur la dette, puisque c'est quand même une des questions centrales dans ce dossier-là. 46 milliards fin 2017, on peut le rappeler, c'est un chiffre très impressionnant. Vous nous confirmez qu'une partie devrait être reprise par l'État à partir de 2020, c'est ce qu'a annoncé le président Macron Absolument. cette semaine. Vous savez qu'on a voté la transformation du statut juridique qui change au 1er janvier 2020. Et donc, typiquement, on ne peut pas installer une société nationale à capitaux publics avec 35, 40, 45 milliards de dettes. Donc il y a une partie qui va être reprise immédiatement, avant 2020. Une partie, on sait quel pourcentage ? Non, c'est compliqué. Comme vous le dites, 46 milliards, c'est 1,5 point de PIB. Oui. Et vous connaissez la trajectoire de redressement des finances publiques sur laquelle nous sommes. On sortirait des critères de Bruxelles. On vient tout juste d'y re-rentrer, notamment pour le déficit public. Donc il faut regarder ce qu'on peut faire en termes de reprise tout de suite, de reprise graduelle, voir éventuellement s'il faut céder des actifs et voir comment, aussi avec la Commission, ces choses-là vont se discuter, parce qu'on est sur un cas tout à fait exceptionnel. Jean-Baptiste Djebari, on dit que le conflit à Air France n'étant pas encore réglé, certains syndicats de pilotes vous auraient repéré en tant qu'ancien collègue devenu député et que vous pourriez aussi jouer un rôle dans ce conflit. Vous confirmez ou c'est une rumeur ? Non, je discute avec eux, bien sûr. Oui, et comment est-ce qu'on peut sortir de ce conflit-là, justement ? Vous avez un avis sur la question ? D'abord, laissez-moi finir le dossier SNCF et puis après, j'essaierai de me pencher plus précisément sur le cas d'Air France. Mais c'est un dossier compliqué parce que de fait, conjoncturellement, la compagnie va un petit peu mieux. Et c'est vrai que de l'autre côté, les pilotes ont vu leur salaire stagner depuis 2011. Et on sent qu'ils ne veulent pas lâcher. Eux ne veulent pas lâcher. Et c'est vrai que s'affrontent deux thèses. La thèse des pilotes qui disent on a participé à l'effort de productivité, ce qui est vrai, et on a eu nos salaires gelés pendant 6 ans, ce qui est vrai. Et de l'autre côté, Jean-Marc Janaillac, le patron d'Air France, qui dit l'entreprise est fragile, notamment parce que nos bons résultats sont dopés par le prix du carburant qui est bas, et nos bons résultats sont aussi beaucoup ceux de KLM. C'est complexe. Que chacun fasse un pas vers l'autre, en gros, c'est ça. Oui. Marie Angeman, on vous voit aussi beaucoup moins que sur les plateaux nationaux comme Jean-Baptiste Djebari, plutôt localement peut-être. On vous a d'ailleurs vu ici, vous étiez en visite chez nous il y a quelques semaines, ainsi que chez nos confrères de France Bleu avec une délégation de députés pour discuter de ce dossier du financement de l'audiovisuel public, un dossier délicat. On en est où aujourd'hui ? On est encore en phase d'études des possibilités d'économie ? Oui, alors Emmanuel Macron a demandé très clairement, c'était sur la chaîne de France 2, a demandé aux parlementaires de se saisir de ce sujet-là. Donc moi, je suis ravie, en tant que rapporteur spécial de la Commission des Finances, de m'associer à mes collègues de la Commission de Culture
pour travailler sur la réforme de l'audiovisuel public, qui a un enjeu fondamental. Et j'ai envie de dire que tout le monde a un avis un petit peu là-dessus, parce que tout le monde regarde... Et tout le monde paye la redevance, enfin presque tout le monde. Presque tout le monde, et tout le monde regarde la télévision, donc tout le monde a un avis là-dessus. Nous, notre travail, c'est donner un outil finalement d'aide à la décision pour la ministre, pour Matignon et pour l'Élysée, pour ensuite préparer et proposer un projet de loi. Donc c'est vraiment un travail de terrain. Les Échos, le journal Les Échos évoquait cette semaine le chiffre de 500 millions d'euros d'économies d'ici à 2022. Je vais rappeler que les ressources de l'audiovisuel public en 2018, c'était quasiment 4 milliards d'euros. C'est donc un chiffre énorme. Est-ce que vous le confirmez, ce chiffre ? Non, moi je le confirme absolument pas. C'est pas du tout dans les discussions, en tout cas dans lesquelles je participe. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties. On a parlé un temps de la fusion de France 3 et de France Bleu. Il y a vraiment beaucoup de Vous y êtes rumeurs. opposée ? Moi, je m'y suis opposée, bien sûr. À un moment, on cherche à faire des économies dans l'audiovisuel public. Donc ça, on peut l'envisager. Ce n'est pas du tout une fusion qui ramènerait des économies. Donc à un moment, il faut aussi se poser la question sur le terrain, comment ça se passe. C'était le but du groupe de travail auquel moi j'ai participé, c'est d'aller voir dans les rédactions comment travaillent les journalistes, les animateurs, et comment il est possible de renforcer les synergies, certes, mais pas par une fusion. Et donc, pour l'instant, pas de suppression d'emplois prévue dans ce dossier ? Non, c'est pas du tout à l'étude. Ce qui est à l'étude, c'est de s'adapter au monde actuel où voilà, on travaille sur Internet, il faut travailler dans le data, par exemple. Donc oui, il va falloir réorienter certainement des compétences dans l'audiovisuel public, mais on ne travaille pas sur des suppressions d'emplois. Pour l'instant, c'est pas du tout à l'étude avec la ministre. Je suis ravie de l'apprendre, je suis sûre que mes collègues également. Le secteur des médias, il est fragilisé en ce moment par la loi dite sur le secret des affaires, qui est examinée en ce moment à l'Assemblée. Quelle est votre position sur cette loi ? Je rappelle que elle met en balance le secret des affaires des entreprises et la liberté d'informer, ce qui aurait peut-être empêché des scandales comme le Mediator, les Paradise Papers de voir le jour. Votre opinion sur ce texte, Jean-Baptiste Djebbari ? Nous, on a eu le cas très concret dans la loi SNCF, puisque vous savez que les entreprises ferroviaires, donc typiquement la SNCF, doivent fournir un certain nombre de données, y compris des données relevant du secret industriel et commercial. Oui. Et qu'évidemment, dans ces données, il y a des données confidentielles qui ont beaucoup de valeur. Et une des discussions qu'on a eues avec France Insoumise voulait que ce soit la région qui détermine les données à transmettre. Alors que nous avons voté, pour être très concret, que c'est l'opérateur qui donne ces données, toutes les données pertinentes, et qui inscrit celles qui sont confidentielles au sens du secret industriel et commercial. Et je pense qu'il faut trouver cette forme d'équilibre-là. Il faut, quelque part, faire l'effort d'être le plus transparent possible dans tous les rapports de la société, y compris les rapports commerciaux. Parce que pour être clair, les sociétés elles pourraient demander des dommages et intérêts. C'est ça qui fragiliserait un secteur médiatique qui est déjà très fragile. Le sujet, c'était de dire que, par exemple, la région, au travers des appels d'offres, pourrait donner des données qui sont confidentielles pour la SNCF, ou les transmettre, ou les diffuser. Et du coup, que la SNCF pourrait poursuivre la région pour effectivement être indemnisée. Et je trouve que l'équilibre, il est un peu celui-là. C'est savoir avoir confiance dans l'autorité publique, la puissance publique qui manie ces données et qui doit, là, dans le cas présent, mettre en place un plan de gestion des informations confidentielles. Marie-Ange Magne, un mot sur ce dossier ? Oui, on est dans le fameux « en même temps ». C'est une question d'équilibre et c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des réformes qu'on mène actuellement. Alors, la vie de député, c'est une découverte pour vous, je le disais tout à l'heure, depuis moins d'un an. Pour faire un bilan en quelques chiffres de votre activité, Isabelle Rio est allée consulter les statistiques qui permettent de voir l'activité des élus à l'Assemblée nationale. Je précise que Jean-Baptiste Moreau fait partie des députés dans ce reportage, puisqu'il devait être notre invité. On regarde. L'activité de nos députés n'est pas des plus visibles pour les concitoyens. On les veut tout d'abord actifs sur le terrain, à l'écoute des problèmes de chacun. Pour la contractuelle de la fonction publique territoriale, Marie-Ange Magne, le territoire auviennois semble encore à conquérir. En revanche, l'éleveur ingénieur agronome Jean-Baptiste Moreau, natif de Guéret, est de tous les dossiers agricoles. Quand il chausse ses bottes, il sait de quoi il parle. Mais il se doit d'être tout aussi présent dans le domaine économique et social. Il est en effet membre de la commission permanente des affaires économiques en sa qualité de député. Justement, c'est à l'Assemblée nationale que le chef d'entreprise Jean-Baptiste Djebbari semble le plus à l'aise. Peu présent dans sa deuxième circonscription, en Haute-Vienne, il occupe le devant de la scène en étant
alors rapporteur pour la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, avec l'épineuse question de la réforme de la SNCF. Une présence plus visible qui se traduit par ces chiffres. Sur les 10 derniers mois, le premier sur le podium à prendre la parole en commission et en hémicycle, c'est lui, avec 127 et 185 interventions, lorsque Jean-Baptiste Moreau occupe la seconde place avec 67 et 23 prises de parole, Marie-Ange Magne se montrant plus discrète. Jean-Baptiste Moreau a en revanche proposé plus d'amendements que ses camarades. Le voici sur la première marche du podium avec 94 amendements. Jean-Baptiste Djebari sur la deuxième avec 41. Un droit d'amendement qui n'a été exercé qu'une seule fois par Marie-Ange Magne. Alors, je vous fais réagir évidemment. Marie-Ange Magne, comment vous organisez votre temps justement entre les circonscriptions, l'Assemblée ? Il y a la moitié du temps qui est consacré à ma circonscription. Donc en principe, c'est le lundi, le vendredi, le week-end. Et du mardi au jeudi à l'Assemblée nationale. Après, c'est évolutif. Quand on est sur le projet de loi de finances, par exemple, avec la commission des finances dont je suis membre, dans ces cas-là, je peux être plus présente à Paris. Et quand je travaille sur la réforme de l'audiovisuel, ce n'est pas comptabilisé dans les statistiques de l'Assemblée nationale, mais c'est quand même un certain nombre de réunions, un certain nombre d'auditions auprès des professionnels de l'audiovisuel public. Et effectivement, ça ne rentre pas dans les statistiques. Alors, êtes-vous trop absent de votre circonscription, Jean-Baptiste Djebari ? D'abord, ces statistiques sont cruelles parce que dès que vous avez un rapport, vous êtes effectivement mis sur le haut de la scène, alors même que vous ne travaillez pas forcément plus que vos collègues. Et moi, je m'organise du lundi au jeudi à Paris et le week-end ici. Et j'ai depuis le début dit que je procéderais de la sorte, en essayant de faire le focus sur les relations avec les acteurs socio-économiques. Typiquement, j'essaie de reconstruire une relation qui n'existait pas entre le député et notamment les maires de la circonscription. Je fais des réunions de communautés de communes, j'en ai vu 5 sur 7, on se voit à échéance régulière de manière à mettre tous les dossiers sur la table de manière assez apolitique et d'essayer d'avancer. Donc c'est un choix assumé et qui, j'espère, portera ses fruits pour le territoire. Ce qu'on peut préciser, c'est qu'effectivement, nous n'étions pas élus il y a un an. Donc, contrairement à ce qui se faisait peut-être précédemment, nous n'avons pas rencontré les acteurs locaux et les élus politiques avant. Donc, en tant que nouveaux élus, on a eu beaucoup de travail sur le terrain pour rencontrer à la fois les acteurs du monde économique. Qui ne sera plus à faire après, c'est ça que vous voulez dire. Et le monde politique qui ne sera plus à faire. Il faut toujours entretenir un lien et une relation avec eux. Mais en tout cas, oui, c'était important d'être très présent dès le départ. Mais c'est un lien à avoir pendant 5 ans. Cette semaine ont eu lieu les débats sur la loi Asile et Immigration. C'est une loi importante qui, pour la première fois, crée de réelles divisions dans ce groupe de 312 députés dont vous faites partie. Est-ce que les débats sont tendus ? On sent qu'il y a certains de vos collègues qui n'acceptent pas ce qu'on appelle une dérive droitière de Gérard Collomb, par exemple. Non, les débats ne sont pas tendus. Les débats, ils ont débuté tôt sur cette loi en novembre. Et le ministre Collomb est venu plusieurs fois en réunion de groupe pour discuter avec nous. Il nous a reçus sur des bases géographiques, donc on a pu le rencontrer et effectivement travailler un petit peu les points de blocage de cette réforme. Le délit d'hospitalité notamment, qui fait beaucoup débat. De solidarité, d'hospitalité, il y a plein de points comme ça qui effectivement relèvent aussi un petit peu du domaine de l'émotionnel et c'est un texte qui est assez émotionnel. Mais je crois que, Marie-Ange parlait d'équilibre, sur ce texte on arrive à un équilibre qui permet de mieux accueillir, de mieux traiter les demandes d'asile, tout en gardant les fondamentaux que sont l'accueil inconditionnel, et puis d'accélérer ou d'améliorer l'intégration. Parce qu'en France, on a aussi, d'ailleurs pour les réfugiés comme pour les migrants économiques, on a une incapacité, en tout cas des marges de progrès substantielles pour accueillir et intégrer ceux qui ont vocation à rester dans notre pays. Après, il y a quand même eu un symbole cette semaine, c'est cet article 5 qui prévoit de réduire donc, de 90 jours, enfin de 120 à 90 jours le délai pour demander l'asile, qui a aussi été voté par le Front National. Et ça, c'est un symbole qui peut faire mal aussi, puisqu'on sait le positionnement qui a été celui d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Oui, je ne pense pas que c'était le sujet. Après, le Front National vote ce qu'il vote. Nous, c'était surtout d'avoir un texte qui soit équilibré et qu'on ait un dialogue aussi constructif au sein de la majorité. On l'a eu pendant plusieurs mois pour aboutir à un texte qui nous paraît cohérent et qui nous semble faire avancer les choses. Alors, il n'aborde pas tous les sujets non plus. Donc, on en a discuté avec le ministre de l'Intérieur qui nous a dit, par exemple, sur la question des mineurs non accompagnés, ça fera l'objet d'une loi à part et d'autres discussions. Donc, il y a un échange permanent, même s'il y a des désaccords. Ça fait partie aussi de la démocratie qu'au sein du groupe majoritaire, on ait des discussions.
Oui. Sur cette durée, c'est quand même très encadré. Oui. Déjà, la durée, elle est pratiquée, elle est bien supérieure en Allemagne, c'est 180 jours. Il y a beaucoup plus de réfugiés. Il y a aussi. beaucoup plus de réfugiés, c'est vrai. Et elle est très encadrée, puisque le délai légal de droit commun, c'est 28 jours. Et après, la durée de 30 jours, c'est sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. Donc c'est vraiment un processus qui est très cadré par le droit. Alors j'aimerais qu'on parle de ce projet de loi sur la baisse du nombre de parlementaires. C'était une promesse électorale d'Emmanuel Macron. On passerait de 6 à 3 sénateurs pour le Limousin, de 6 à 5 ou 4 députés. Ce sera peut-être un de vous qui sera plus député d'ailleurs, puisqu'en Vienne il y en a 3. Vous êtes favorable à ce projet ? Vous l'avez compris que nous sommes en mission sacrificielle Oui. pour l'intérêt général et nous l'assumons totalement. C'est un des éléments. Est-ce que c'est pas moins de représentativité d'un petit territoire qui est déjà fragile? Je crois que la question de la représentativité ou de l'efficacité, c'est pas tant le nombre de parlementaires qui agissent pour le territoire, c'est plutôt les moyens. Et moi, je peux vous dire que sur un texte comme la SNCF, qui était quand même assez dense, on a des moyens qui sont quand même assez modestes pour travailler les textes en profondeur, pour avoir de l'expertise technique et pour concilier la vie en circonscription et la vie parisienne. Le sénateur de Corrèze, Claude Nougin, dit que financièrement, il n'y aura pas d'économie car les sénateurs, par exemple, auront un collaborateur de plus. Donc, l'idée, c'est bien celle-là, c'est qu'à budget quasi constant, on ait plus de moyens pour travailler plus efficacement pour le territoire. Je pense que Marie-Ange pourra dire les difficultés de concilier les deux fonctions. Et je crois que c'est essentiel d'avoir des parlementaires qui, dans une assemblée rénovée maintenant au niveau des visages, adoptent des pratiques qui soient plus efficaces. Alors cette émission s'intitule « Les députés à l'épreuve du réel ». Nous sommes donc allés rencontrer vos concitoyens, ceux qui vivent dans vos circonscriptions respectives en Haute-Vienne, aussi en Creuse, puisque M. Moreau devait être avec nous. Isabelle Rio et Marie Soyer les ont rencontrés pour savoir s'ils vous connaissent d'abord et puis ce qu'ils attendent de vous. Député. Moi, je connais quelques ministres, mais c'est pas pareil. Non. Je sais juste qu'ils sont en marche et qu'il y a une femme qui s'appelle Marion, je crois. Monsieur Djebari. Moi, je connais pas tous les noms, je vois bien leur tête. Voilà, c'est pareil. Je connais une, Marie-Ange Faltreni, mais qui est plutôt du nord de la Haute-Vienne. Michel Vernier. Non. Non, c'est pas la bonne pioche. Député, comment ça? Haute-Vienne, circonscription, ça vous parle? Pas du tout. Non, pas du tout. Moreau. Jean-Baptiste Moreau. Qu'est-ce que vous attendez d'un député en général? Qu'il fasse son possible pour faire bouger un petit peu la Creuse. Pour un territoire. Qui défende un petit peu les petites gens. Et je ne le vois pas beaucoup. Et je n'entends pas beaucoup parler de lui dans la souterraine. Création de crèche. Ouais, une création de crèche, ce serait pas mal. Il y en a une en cours vers chez nous, donc c'est bien. Mais... Ça, c'est important? C'est très important. Ouais, c'est très important pour amener le maximum de jeunes dans nos campagnes. C'est vrai que ce serait une bonne chose. Redynamiser un petit peu la Creuse, parce que franchement, avec tout ce qu'on a subi à la souterraine, les licenciements, et puis bon, si ça s'arrête là, ça va, mais si ça continue, ça va faire mal. On voit que les demandes des concitoyens, c'est des besoins très concrets, d'où l'intérêt d'une implantation locale. On va donc parler des dossiers locaux maintenant, et notamment du désenclavement. Un dossier majeur, c'est la RN 147, sa mise à 2 fois 2 voies. Est-ce qu'on peut appeler un serpent de mer? Ça fait 40 ans qu'on en parle et qu'on la demande. Vous êtes nouveau en politique, vous êtes élu depuis moins d'1 an. Qu'est-ce qu'on peut faire après 40 ans d'échecs pour faire avancer ce dossier, Marie-Ange Magne? C'est des rencontres avec les ministères. Moi, j'étais encore mercredi dernier au ministère des Transports. Alors, ils m'ont dit, encore vous, qu'est-ce que vous faites là? Donc, j'aurais dit, je maintiens la pression. Ça les a fait rire, mais oui, c'est ça. Concrètement, notre rôle, c'est un rôle d'intermédiaire, un rôle de facilitateur, et c'est d'apporter le dossier, et c'est de maintenir la pression auprès des ministères. Donc là, je pense qu'on nous entend suffisamment à Paris, et que le dossier, malgré tout, avance sur la mise en 2 fois 2 voies et sur les 6 km entre Limoges et la Pivauderie. Les travaux prévus devraient commencer fin 2020. Donc le but, c'est de maintenir la pression pour que ça se fasse. C'est que les créneaux de dépassement au sud de Bellac soient faits aussi. Donc on commence. On commence, et psychologiquement, c'est important aussi que ces travaux commencent dans les temps, dans les délais qui ont été fixés. Pour amorcer la pompe. Exactement, exactement. Donc ça, c'est le rôle majeur, en tout cas, en tant que député. Jean-Baptiste Djebari, l'autoroute concédée, c'est ça ou rien? Non. L'essentiel, c'est effectivement d'améliorer un axe qui aujourd'hui relie les deux axes capitales régionales et qui est accidentogène. Ça, c'est l'essentiel. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Il y a effectivement le passage en 2 fois 2 voies sur des fonds publics, ce qui, moi, me paraît peu praticable dans le contexte budgétaire actuel. Oui. Et à cette initiative d'un collectif d'entrepreneurs, avec lesquels on a rencontré 1400 unis pour entreprendre. 35 000 emplois en Haute-Vienne. Et qui ont rencontré, et j'étais avec eux, un concessionnaire possible, effectivement, qui pourrait porter ce projet. Alors justement, qui?
Ça, je vous le C'est dirai, secret. je vous le dirai plus tard, mais l'idée, c'est d'étudier chacune des possibilités et de voir à la fin quel est le modèle qui peut effectivement être inscrit en dur dans la loi, puisqu'on a une loi des mobilités qui a une partie, un volet programmation des infrastructures, et c'est donc essentiel qu'on arrive à inscrire d'ici à la fin de l'année quelque chose pour la 147 qui pourra être tout ou partie de ces modèles-là. L'essentiel, c'est que ce soit crédible sur le plan budgétaire et financier, et que ce soit utile et dans un calendrier qui ne soit pas trop lointain. Alors, il nous reste moins de 3 minutes. J'aimerais juste qu'on dise un mot sur l'Hyperloop. On sait que c'est un dossier qui a créé beaucoup d'espoir ici. Nous enregistrons vendredi. Il y a ce soir une réunion importante. On fait un reportage aussi sur cette antenne. Il y a plusieurs projets en concurrence. Il y a le Canadien Transport qui est ici en Haute-Vienne. Il y a les Toulousains qui sont plus avancés. C'est une entreprise américaine, HTT. Est-ce que ce n'est pas un peu idiot d'être en concurrence sur des projets aussi importants? Est-ce qu'il ne faudrait pas, au contraire, se rassembler? Vous qui êtes ancien pilote de ligne, on sait que c'est sur un site aéronautique que s'installe HTT à Toulouse. Oui, c'est vrai. Moi, je suis allé voir Hyperloop à Los Angeles, là où ils sont, pour essayer de comprendre un petit peu leur technologie et voir quel était le potentiel. Et puis, j'ai rencontré M. Gendron à plusieurs reprises, comme Marie-Ange, pour voir quel était son projet pour le territoire. En l'état, tout le monde est dans une phase expérimentale. On fait de la recherche sur la technologie pour voir si elle peut s'appliquer. Et donc, évidemment, accueillir la technologie ici, en Haute-Vienne, c'est positif, ça va créer un certain nombre d'emplois. Parce qu'à Toulouse, il y a de l'argent public qui est mis dans le dossier. Ici, ce n'est pas encore le cas. Non, il y a des discussions avec Alain Rousset qui sont assez avancées et qui pourraient, sans trahir de secret, voire être conclues d'ici quelques temps. Et nous soutenons évidemment ce projet. L'important, c'est justement, en plus, sur le département et sur le nord du département, c'est important pour le nord du département d'accueillir ce type de projet, que ce soit dans la recherche et développement, même si ce n'est pas la panacée à court terme pour le désenclavement du territoire. Ça permet de créer des emplois, faire venir des touristes éventuellement. Donc c'est un projet qu'il faut soutenir, bien sûr. Un mot, il nous reste 1 minute 30 sur la politique locale. On a vu que la communauté urbaine de Limoges serait sur la bonne voie, enfin. On sent que c'est un signe que la campagne pour les municipales est déjà dans tous les esprits. Est-ce qu'il faudrait des listes, selon vous, République En Marche, pour les municipales, en Limousin, à Limoges, Jean-Baptiste Djebari, ou est-ce qu'il y a des alliances possibles avec... Je crois qu'on est encore un tout petit peu loin pour savoir ce qui sera possible de faire, mais moi je souhaite qu'il y ait une liste République En Marche pour la Haute-Vienne. Emmenée par... Emmenée par quelqu'un, ce ne sera pas moi. Pas vous. Marie-Ange Maine, vous partagez ce point de vue? Je pense qu'effectivement, il faut une liste La République En Marche. C'est important de proposer un projet, c'est surtout ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière la liste La République En Marche? C'est un projet pour la ville de Limoges. Donc oui, c'est important qu'il y ait une liste. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Vous pouvez revoir, je vous le rappelle, cette émission sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Tout de suite, c'est le Flash Info avec Louis Roussel, puis Dimanche en politique continue à Paris avec Francis Letellier. La semaine prochaine, on se retrouvera plus tôt que d'habitude. Notez-le sur vos tablettes, ce sera à 11h. Nous vous proposerons une émission spéciale depuis le chapiteau de Lire à Limoges avec Martial Codéboise. Nous aurons le très grand plaisir de recevoir de nombreux écrivains, Jean Telet, Diane Ducré, Tatiana Deroné, Constance Debré, l'éditrice Héloïse Dormesson, entre autres. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche sur France 3 et rendez-vous dans une semaine.